Aujourd'hui, sur Westrack, nous allons parler d'un sujet qui, malgré l'abolition en France depuis 1981, reste une réalité dans plusieurs régions du monde, la peine de mort. Si elle appartient désormais à l'histoire juridique française, la peine capitale continue d'être appliquée dans certains pays et de nombreuses associations poursuivent un travail de sensibilisation pour défendre son abolition universelle. C'est notamment le cas du mouvement Le Havre contre la peine de mort, qui mène depuis plusieurs années des actions de réflexion et de mobilisation ici au Havre. En ce moment, l'association propose une exposition intitulée « Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche » présentée à l'AREC. Cette exposition propose une rétrospective d'affiches réalisées depuis la création en 2003 de la journée mondiale contre la peine de mort. Un travail graphique et militant qui permet de parcourir plus de 20 ans de campagne internationale contre la peine capitale. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Dominique Rougeventre, fondateur du mouvement Le Havre contre la peine de mort. Dominique, bonjour. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Alors pour commencer, pouvez-vous nous présenter le mouvement Le Havre contre la peine de mort et les actions qui sont menées ici au Havre ? Alors déjà, vous avez utilisé un terme que j'apprécie énormément, c'est mouvement, dans le sens où on n'est pas une association. Je tiens à le préciser à chaque fois, on n'est pas une antenne havraise d'une grosse ONG, style Amnesty International, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture ou la Ligue des droits de l'homme. On est un mouvement qui rassemble des gens de toute obédience. Bon, il y a à la fois des militants qui sont issus d'Amnesty International, d'autres qui sont chrétiens et qui, de par leur foi, estiment que la peine de mort c'est à proscrire. Donc on réunit c'est la réunification de tous ces gens-là avec pour seul mot d'ordre l'abolition universelle de la peine de mort, comme vous l'avez si bien dit en introduction. Pourquoi c'est si important pour vous de vous différencier des grandes associations ? Parce que, en fait, avec la pratique, on a pu constater que chaque association a ses... Je vais pas dire son sujet de prédilection, mais son cas particulier. Par exemple, Amnesty va mettre plus en évidence un condamné à mort aux États-Unis dans une prison bien précise, une situation bien précise, alors que d'autres mouvements abolitionnistes vont parler d'une autre personne. Et nous, justement, l'intérêt, c'est de pouvoir essayer de parler de tous ces cas. Ne pas se limiter à une seule personne mise en lumière par une ONG. Parce qu'il faut savoir que, en fait, Amnesty, c'est quand même la référence au niveau mondial. Je dis référence aussi parce que dans peu de temps, nous allons avoir, début mai, les chiffres annuels. Les chiffres annuels, vous avez dû en entendre parler au niveau des médias, c'est un petit peu l'état des lieux de la situation de la peine de mort dans le monde avec le nombre d'exécutions qui sont pratiquées par les différents États. Et ce boulot-là, c'est fait par Amnesty. Et c'est le rapport annuel sur la peine de mort, c'est le boulot d'Amnesty qui recense en fait un travail qui est déjà fait. Enfin, je vais dire que c'est la compilation en fait du travail qui est déjà fait notamment aux États-Unis par une grosse organisation qui fait déjà ce boulot-là, qui en fait collecte toutes les informations et font déjà un recensement au niveau des États-Unis. D'autres, dans d'autres pays, le font également. Et Amnesty en fait fait la synthèse de tout ça. Et le document de référence pour les abolitionnistes, c'est ce rapport qui sort tous les ans. Amnesty fait ça, mais d'autres agissent, et je pense notamment aux pays d'Asie du Sud-Est, sont mobilisés eux aussi pour des cas bien précis, et je pense qu'il est important aussi même si on en parle très peu au niveau des médias français, de les mettre en avant aussi, nous localement, et j'espère voir nationalement. Vous avez tout à fait raison. Et qu'est-ce qui vous a personnellement conduit à vous engager dans ce combat contre la peine capitale ? Alors là, c'est une vieille histoire. J'étais adolescent, j'étais partisan de l'abolition de la peine de mort et mon père était pour la peine de mort. Donc gros sujet de discussion au sein de la cellule familiale. Et puis j'avais comme idole, et je l'ai toujours quelque part, Badinter qui se battait déjà avant qu'on puisse avoir la loi en 81 pour l'abolition de la peine de mort. Donc ça a été un petit peu mon guide, quoi. Enfin, je vais dire, je vais pas dire c'est dans mes gènes, mais c'est un truc qui me motive depuis mon adolescence. Et puis même si j'ai milité pour les droits humains, c'est cette thématique-là qui me fait avancer. On pourrait penser que ce combat appartient désormais au passé en Europe, en tout cas. Pourquoi reste-t-il, selon vous, profondément d'actualité ?
Alors effectivement, on peut se satisfaire des chiffres. Je dis les chiffres, c'est-à-dire c'est le nombre de pays qui n'ont pas encore aboli la peine de mort. Ils sont de l'ordre de 54. Bon, c'est peu. Bon, il y a d'autres chiffres très intéressants. Il y a tous les 2 ans, il y a ce qu'on appelle le moratoire au niveau des États sur faire une pause au niveau de la peine de mort. Et il faut savoir que le nombre d'États qui votent cette résolution au sein de l'ONU augmente à chaque fois. Donc c'est encourageant. Tout ça, on peut se dire tout va bien. Enfin, on est dans la bonne voie. Mais il s'avère que depuis 2-3 ans après le Covid, en fait, on assiste à une recrudescence inquiétante du nombre d'exécutions dans les pays qui pratiquent la peine de mort, mais aussi des États qui avaient aboli la peine de mort et on commence à dire il faudrait rétablir la peine de mort. J'en profite également pour dire que même en France, il y a des pétitions qui circulent réclamant le rétablissement de la peine de mort. Alors qu'il faut savoir que la peine de mort en France a été abolie d'une part par un texte de loi, le 9 octobre 1981, et puis quelques années après, sous l'impulsion de Jacques Chirac, elle a été inscrite dans la Constitution. Donc, si on veut rétablir la peine de mort, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie la Constitution. Bon, vous imaginez ce que ça peut être. Et puis, d'autre part, on est tenu, nous, État français, à des textes internationaux. Je pense notamment à l'adhésion à la communauté européenne. Il faut avoir aboli la peine de mort, ce que la France a fait. Ce qui justifie sa place au sein de l'Union européenne. Donc ça nécessiterait tout un travail législatif et de texte pas possible. Et pour arriver à quoi ? Je vois pas de l'utilité, quoi. Mais je tiens à le rappeler parce que souvent il y a des fractions politiques qui suscitent ça au sein de la population en disant qu'il faut rétablir la peine de mort, en sachant pertinemment que ça sera pas si simple que ça. Et puis il suffit d'un crime odieux pour que des courants comme ça réapparaissent et fassent la une des médias. Mais justement, j'allais poser la question, quels sont les arguments avancés par ceux qui défendent la peine de mort ? Ils vont dire souvent c'est dissuasif, alors que c'est complètement faux. Ça a été vérifié au niveau statistique, au niveau mais scientifique. Donc c'est pas parce que je dis que c'est faux, parce que je suis contre la peine de mort, que c'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est statistiquement, ça a été prouvé que c'est pas parce qu'on a aboli la peine de mort qu'il y a plus de crimes. Et ça s'est vu au niveau des États, aux États-Unis, sur une fraction de 10 ans. Ils ont constaté que les États où il y avait eu l'abolition de la peine de mort, bien au contraire, le taux d'homicide était inférieur aux États où se pratiquait encore la peine de mort. Donc ça, c'est des faits scientifiques. Et puis, c'est pas parce qu'on va mettre la peine de mort que ça va empêcher des criminels d'agir ou, je dirais, des terroristes, bien au contraire, quoi. Et donc pour des mouvements abolitionnistes comme le vôtre, c'est pas très compliqué de répondre à ces arguments. Non, mais il faut expliquer. Et puis j'ai pour habitude, quand j'interviens en milieu scolaire et même au sein de la REC, là où est l'exposition actuellement, de dire que je suis pas là pour faire du prosélytisme. Bien au contraire, moi j'essaye d'exposer ma position personnelle. Les gens peuvent à un moment, à un instant T, penser que la peine de mort est bénéfique pour la société. Moi je leur donne seulement des éléments de réflexion. À eux de faire leur chemin. Vous en avez un petit peu parlé, enfin en tout cas du lieu, la REC. L'exposition que vous présentez actuellement, qui s'intitule « Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche », de quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, je vais rappeler ce que vous avez dit, parce que vous avez fait une synthèse très correcte de l'exposition. Effectivement, alors, il faut savoir que depuis 2003, au niveau international, a été reconnue la journée mondiale contre la peine de mort, qui est le 10 octobre. Donc ça, c'est une date à se souvenir. Et chaque 10 octobre, en fait, la coalition, on appelle ça la coalition mondiale des organisations abolitionnistes, lance une thématique en lien avec la peine de mort. Il y a eu, par exemple, la nécessité d'avoir un avocat pour qu'il y ait un procès juste et équitable. Donc à chaque fois, une thématique est choisie chaque année et en parallèle, une affiche fait le reflet, est le signe évocateur de la thématique choisie par les organisations. Donc, à la REC, il y a possibilité actuellement de voir cette rétrospective des affiches. Une année, c'était plus une dominante sur les répercussions du trafic de drogue par rapport aux condamnations à mort. Une autre année, c'était les répercussions qu'avait la peine de mort par rapport aux familles. Je dis aux familles, mais d'une façon très large, aux familles des victimes, mais aussi aux familles
du condamné à mort. Parce qu'il est bien évident que c'est pas parce qu'il y a un condamné à mort que ça part des répercussions psychologiques sur toute une famille, et même sur les familles des victimes. Et là, j'en profite pour citer un exemple, en suivant des cas aux États-Unis de condamnés à mort où il y a des campagnes pour demander la clémence. Il y a des fois des choses pas surprenantes en soi, mais qui interrogent des familles de victimes, malgré la douleur qu'ils ont pu subir, demandent quand même la clémence pour la personne qui a commis l'acte. Donc, ce qui prouve que ça peut changer tout ça, quoi. Vous avez un petit peu évoqué les thématiques qui structurent cette exposition, et certaines de ces affiches évoquent notamment les femmes condamnées à mort ou les enfants de condamnés. Pourquoi ces réalités ont-elles été particulièrement mises en lumière ? Alors les femmes, c'est tout récent, il y a tout un travail de fait actuellement par les organisations abolitionnistes, enfin la coalition, pour réfléchir à l'impact. Alors il faut savoir qu'en fait, il y a des femmes condamnées à mort, il y en a, et c'est un peu mis sous silence. Il y a 3 jours, c'était le 8 mars, le focus était mis sur les droits des femmes, mais en fait on les oublie, le 9 mars c'est fini, quoi. On fait le recensement de ce qui s'est passé, et après le 10 mars on passe à autre chose, et en fait sur les femmes condamnées à mort, c'est le même principe, quoi. Elles sont invisibilisées, quoi. Donc c'était l'occasion pour la coalition mondiale de mettre l'accent là-dessus, de dire mais il y a des femmes qui sont condamnées à mort. Je pense notamment à un cas bien précis, Melissa Lucio. Alors je la cite volontairement, au Texas, qui a été condamnée d'infanticide il y a quelques années, et elle a failli être exécutée. Et en fait, ça n'a pas eu lieu, tout ça grâce, et je dis bien grâce, à un documentaire qui a été fait sur son cas par une Française. Le documentaire, il s'appelle Melissa Lucio contre l'État du Texas, qui retrace sa vie et qui démontre finalement que sa condamnation n'avait pas lieu d'être. Donc, par une mobilisation internationale, l'exécution n'a pas eu lieu. Mais ceci dit, Melissa Lucio est toujours en prison, est toujours dans le couloir de la mort, même si elle n'a pas été exécutée en avril il y a 2-3 ans. Donc, il faut encore se battre pour qu'elle sorte de prison. Alors qu'elle n'a jamais attenté à la vie de son bébé, quoi. C'est une chute accidentelle, et en fait, sous la pression des policiers, elle a avoué, quoi. Parce qu'elle n'en pouvait plus de la pression qu'elle avait à subir. C'est très important d'en parler, et justement, j'avais une question. À travers ces affiches, est-ce qu'on observe une évolution du discours ou une évolution des stratégies de sensibilisation au fil des années ? Bonne question, je dirais les deux. Au tout début, c'était non à la peine de mort. Je dirais un message tout simple. C'était le seul slogan d'une certaine façon. Et puis, je vais dire, les mouvements abolitionnistes se professionnalisent, entre guillemets, deviennent de plus en plus experts et s'intéressent à des questions bien précises. Travaillent au niveau de la loi, au niveau des textes internationaux et tout ça. Donc, les approches sont complètement différentes maintenant d'il y a des dizaines d'années, quoi. L'actualité rappelle que la peine de mort n'a pas disparu, c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. Vous avez rappelé le cas de Melissa qui a échappé, enfin en tout cas pour le moment, à cette sentence. On pense par contre aux exécutions qui ont récemment eu lieu en Floride. Comment est-ce que ici au Havre, avec votre mouvement, vous recevez ce type d'informations ? Alors comment on les reçoit ? On est en lien avec une organisation abolitionniste en Floride. On est au courant de tous les cas, si vous voulez. Donc on est incité à faire aussi campagne, faire signer des pétitions, intervenir auprès du gouverneur de Floride, le gouverneur qui s'appelle Ron DeSantis, qui a son actif, je dirais, on peut lui décerner une palme, dans le sens où en 2025, grâce à lui, entre guillemets, 19 exécutions, un chiffre record depuis 2009 au niveau de l'État de Floride. Et là, vous venez de le rappeler récemment, depuis le début de l'année, on est déjà à 3 exécutions en Floride. Ce qui souligne qu'en fait, c'est presque une exécution toutes les 2 semaines, quoi. Et il y a encore, fin mars, une autre exécution de prévue en Floride. Donc, nous, on reçoit des informations, je dirais, notamment de cette organisation-là spécifique en Floride. Mais il y a aussi des mouvements chrétiens aussi aux États-Unis qui alertent sur les situations des condamnés à mort dans différents États. Pour ce qui est spécifiquement de la Floride, donc c'était l'organisation abolitionniste de Floride, mais il y a aussi une grosse organisation laïque au niveau des États-Unis qui fait le même travail, qui recense toutes les condamnations à mort et qui font des campagnes et qui sont là le jour où il y a l'exécution pour sensibiliser la population, pour rappeler la personne, pour rendre hommage à la personne. C'est assez surprenant quand même parce qu'on n'est pas sans savoir qu'aux États-Unis, la religion elle a une forte place et un grand pouvoir, notamment sur la politique. Et là, de voir que ce sont les mouvements chrétiens qui luttent contre ce qui est proclamé, comment ça s'explique ?
Je n'ai pas d'explication, mais alors, ce qui est dans les faits un peu, enfin, je ne vais pas dire troublant, mais intéressant, il y a souvent des condamnés à mort qui passent des années et des années dans le couloir de la mort, qui à un moment se convertissent, sont touchés par une religion, quelle qu'il soit, que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne, et une espèce de rédemption pour faire acte de repentance, comprennent avec le message d'un au-delà, se mettre dans la foi, quoi, espèrent retrouver une paix intérieure. Et ça, c'est assez surprenant. Et souvent, il faut savoir qu'il y a des gens, notamment des mouvements religieux, qui accompagnent ces personnes, ces condamnés à mort, que ce soit la religion chrétienne, musulmane, mais aussi la religion juive, parce qu'il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, il y a des organisations religieuses juives qui militent contre la peine de mort et qui font campagne actuellement aussi, parce qu'il y a de grosses inquiétudes tout de suite, notamment en Israël, sur un rétablissement. Il y a des textes qui sont soumis au Parlement pour des rétablissements de la peine de mort en Israël. Donc il y a des mouvements, je vais dire juifs, qui se battent actuellement contre cet esprit-là, quoi. Parallèlement à l'exposition, vous organisez également un concours intitulé « Dessine-moi l'abolition ». Quel en est le principe ? Alors, ce concours, c'est pas tout à fait nous. En fait, on est le relais. Comme je disais, mouvement n'étant pas affilié à une grosse organisation, ce qui nous permet d'être le relais de campagnes menées par d'autres. Nous, localement, on n'est pas sectaire. Tant qu'on est sur la même ligne, abolition universelle de la peine de mort, on est preneur. Je caricature, mais c'est un peu ça. Pourquoi ce concours ? Au mois de juin, date importante. Badinter est entré au Panthéon l'année dernière. Et puis, date importante au niveau de la France va accueillir fin juin, début juillet, le congrès mondial des organisations abolitionnistes à Paris. Donc c'est quand même un événement, ça sera la première fois en France que se tiendra un tel événement. Et ceux qui sont chargés de l'organisation, c'est une organisation qui s'appelle Ensemble contre la peine de mort et qui, à ce moment-là, lance un concours de dessin destiné aux jeunes, ados et jusqu'à 25 ans, de dessiner une affiche qui sera présentée lors de son congrès national et qui servira aussi ensuite pour outil de promotion de l'abolition de la peine de mort. Donc c'est un événement qui nous a paru important de mettre en évidence, même localement. Et pour terminer cet entretien, est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez adresser aux auditeurs qui nous écoutent ? Alors, plusieurs messages. Premier message, on a parlé de l'expo à la REC. Moi, j'inciterais les gens qui connaissent pas la REC, d'une part, d'aller les rencontrer, parce que j'ai un petit faible pour la REC. Ils mènent un boulot énorme d'action sociale et de valorisation des personnes et tout ça. Donc, ça nous a paru important aussi d'être présent dans un tel lieu. Donc, allez voir d'une part l'expo et contactez-nous pour la prendre aussi chez vous. Apprendre chez vous, c'est-à-dire que ce soit les établissements scolaires, les centres de formation, tout type de public nous intéresse. Et puis, dernier message, dimanche, nous allons voter. Plusieurs campagnes sont en liste au Havre. On a réfléchi à un moment si on n'allait pas leur adresser à chacun des engagements à signer, mais bon, on s'est dit qu'on va peut-être perdre du temps pour ça, mais on tient quand même à leur demander d'une part. Badinter est entré au Panthéon, c'est bien, enfin on est très fiers, mais je pense qu'on serait d'autant plus fiers si un lieu public au Havre portait le nom de Badinter. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai parlé du 10 octobre, journée mondiale contre la peine de mort. Il faut savoir qu'il y a une deuxième journée qui est le 30 novembre. Chaque 30 novembre a lieu ce qu'on appelle Ville pour la vie, Ville contre la peine de mort. Et pourquoi le 30 novembre de chaque année ? Parce que tout simplement, c'est la date de la première abolition de la peine de mort qui a eu lieu le 30 novembre 1786. Vous voyez le chemin qu'il a fallu parcourir. 1786 en Toscane, le duché de Toscane abolit la peine de mort. Et nous, en France, 1981. Grâce à des visages de l'abolition, je pense à Badinter naturellement, mais il y en a eu d'autres avant. Il y a eu Jaurès, Lamartine, il y en a eu tant d'autres. Donc c'est un combat qui n'est pas fini. Donc par rapport au municipal, je reviens sur ces deux dates-là. Nous, on aimerait bien que ces deux dates-là soient inscrites dans le calendrier des manifestations municipales, au même titre que la journée des droits des femmes, que la journée pour la Convention des droits de l'enfant, qu'il y ait des manifestations organisées entre la ville, l'institution et les organisations abolitionnistes, quelles qu'ils soient, pour commémorer ces dates-là. Voilà, c'est le message qu'on lançait aux différents candidats pour la municipalité du Havre.
Merci beaucoup pour toutes ces informations et merci surtout d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que l'exposition Quand la journée mondiale contre la peine de mort s'affiche est à découvrir à l'AREC jusqu'au 20 mars. Une exposition qui permet de parcourir plus de 20 ans d'engagement graphique et militant autour de la journée mondiale contre la peine de mort et de mieux comprendre les enjeux contemporains de ce combat. Toutes les informations sont à retrouver, j'imagine, sur votre site internet. Comment ça se passe ? Sur notre page Facebook. C'est essentiellement notre page Facebook. Donc sur Le Havre contre la peine de mort, voilà, tout simplement. Merci encore d'être passé sur Westrack. Merci à vous encore. À bientôt. À bientôt, oui.